Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Le match vient de se terminer, 16e de finale de Coupe de France remporté. L'OGC Nice est qualifié, victoire 3-2 au Matmut Atlantique contre les Girondins de Bordeaux. On va revenir en long et en large sur ce match, sur la qualification pour le tour prochain, la prestation individuelle, les choix de composition, les choix de coaching aussi de Farioli, le match de Tom Louchet, messieurs, dames. Tom Louchet, quel joueur, hein, Tom Louchet, Ballon d'Or l'année prochaine. Non, je m'enflamme. Je m'enflamme, mais très très content de parler de ce match avec vous. Bien accompagné avec le retour, c'est encore un. Celui de la personne qui n'a pas voulu venir en parkage à Rennes par crainte. C'est Matt. Bonsoir Matt, comment tu vas? Ouais, ça va. Apparemment, je suis un homme avisé du coup, puisque je n'ai pas traversé la moitié du pays pour voir la débâcle du week-end dernier. Et ça va, un peu des émotions difficiles avec cette équipe niçoise ces derniers temps, mais bon, là, le résultat est au rendez-vous, donc on va se faire un plaisir de débriefer ça. Il avait annoncé la venue, ou non pas la venue, mais en tout cas le repérage, la supervision de Mohamed Ali Chaud, la supervision de Valentin Rosier. Il est sur un 2 sur 2, hein. Clairement, sur les derniers jours, c'est Vincent, alias Bertigno. Comment tu vas, Vincent? Bah ça va, très bien. Content du mercato, content de cette victoire en Coupe de France, même si c'était compliqué, mais voilà, on va en parler et content d'être avec vous ce soir. Et naturellement, qui dit Club Panthéo dit aussi la venue d'un supporter adverse représentant bordelais. Il s'agit de Joris, propriétaire du compte Pensez Foot sur Twitter. Bonsoir Joris, comment tu vas? Salut messieurs, salut tous les passionnés niçois. Bah écoute, ça va très bien malgré la défaite. Dans le contenu, c'était plutôt mieux que d'habitude, donc on va s'en contenter. Effectivement, alors avant de revenir sur ce match, forcément place à l'actualité et place au mercato. Comme vous le savez, cette semaine, Valentin Rosier a signé à l'OGC Nice sous la forme d'un prêt avec une option slash obligation d'achat qui laisse quand même peu de doute sur le fait que le joueur restera à l'OGC Nice dans les prochains mois, dans les prochaines années. Latéral droit de 27 ans qui vient tout droit du Beşiktaş. Messieurs, une semaine après l'arrivée de Mohamed Ali Chaud, c'est une nouvelle recrue, la deuxième. Qu'est-ce que vous pensez tout simplement de ce deal? Quelles répercussions va-t-il avoir dans l'effectif de l'OGC Nice? Est-ce que pour vous, voilà, ça sous-entend un départ aussi de Youssef Attal avant le 31 janvier? Et puis, êtes-vous tout simplement satisfait de cette venue? On va commencer par toi, Matt, puisque tu es juste à mes côtés. Je sais que tu n'aimes pas être le premier à qui je donne la parole, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Matt, ouais, ton regard un peu sur la venue de Rosier. Sujet mercato et tu donnes même pas la balle à Bercy, franchement, c'est Ouais, mais c'est tu c'est vois, vraiment pour me mettre dans Berti, l'embarras, tu Berti, vois. c'est la deuxième lame, tu vois, qui va venir tout bien clôturer, tu vois. Du coup, pour ouais, rapidement sur Rosier, quand on voit le match que fait l'Automba aujourd'hui, et qu'on sait qu'à part l'inénarrable Tom Louchet, on n'a pas de backup en latéral droit, parce que j'ai pas envie d'entendre parler de Rosario latéral droit. Content qu'on ait cette arrivée, content qu'elle se fasse tôt aussi dans le mercato, parce que putain, quand même, ça change un peu, c'est bien. Merci Monsieur Ghisolfi. Et ouais, de toute façon, je pense que, voilà, comme ça a été dit dans les médias, pour des questions d'image, ils voulaient se séparer d'Atal, donc on s'y attendait. Et vraisemblablement, certains d'entre nous le savaient, en fait, ils l'avaient pisté carrément. Donc content de l'arrivée de Rosier, et je pense, comme beaucoup, très hâte de le voir mettre les pieds sur le terrain. Il y a de simples supporters qui se ravissent d'arriver comme ça lors du mercato hivernal. Et puis il y a les supporters qui supportent, qui apprécient leur club et qui anticipent les pistes, le scouting un peu du bord de l'OGC Nice. C'était un joueur, Vincent, que tu avais listé parmi les prétendants au poste de latéral droit. Alors je me souviens plus sur quel thread c'était, si c'était celui de l'été dernier ou celui d'il y a 2 ans. Mais quoi qu'il en soit, c'était un joueur que tu avais toi-même identifié. Donc je suppose qu'aujourd'hui, 3 ans et demi après voilà, son passage dans le championnat turc, tu dois être sans doute satisfait du coup de son arrivée. Ouais, franchement, je pense que sur un mercato où on a mis quand même beaucoup de moyens sur Mohamed Ali Chaud, bah, on se devait de profiter des opportunités pour se renforcer. Et voilà, avec l'histoire qui s'est passée avec Attal, on avait besoin d'un renfort à ce poste-là pour offrir une concurrence à l'Automba.
Et donc, voilà, on vient prendre un joueur qui a fait de belles années à Beşiktaş, qui a connu la Coupe d'Europe, qui a pris de l'expérience et qui est, je pense, dans la meilleure période de sa carrière en termes de qualité mentale, physique et technique. Donc, non, je suis content. Je pense que ça va amener un bon complément et un peu de grinta et d'allant offensif aussi sur ce couloir droit. Donc, pour moi, tous les feux sont au vert et je pense que ça va bien marcher chez nous. Écoute, c'est tout ce qu'on souhaite aux joueurs et à l'OGC Nice. Merci Anto pour le sub qui nous dit Vincent, peux-tu mettre Kieran Dewsbury Hall dans le prochain thread, s'il te plaît? Est-ce que tu es d'accord pour mettre ce bon vieux Kiernan? On verra bien. Mais je sais pas. Voilà, après, on peut voir, hein, mais messieurs, peut-être juste pour conclure un peu cette page mercato, Matt, pour toi, est-ce que c'est terminé dans le sens des arrivées et dans les prochains jours, il y aura quelques mouvements, mais plutôt dans le sens des départs? C'est ce qu'a sous-entendu Florent Ghisolfi hier lors de la présentation à la presse de Valentin Rosier. Il a listé une ou deux personnes qui seraient susceptibles de partir. On a vu que Amraoui serait éventuellement sur le départ en prêt. Ça a parlé aussi forcément peut-être de Youssef Attal. Aussi le cas Bilal Brahimi, dont on parle plus trop, mais qui est aussi en délicatesse du côté de Brest. Quel est ton ressenti? Est-ce que pour toi, il n'y aura plus d'arrivées ou seulement des départs? Ouais, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que Ghisolfi nous refait un peu la même que l'année dernière. Il fait un offensif, un défensif, et que après sur le reste, il va essayer de trouver du temps de jeu pour les joueurs qui en ont besoin et pour qui la deuxième partie de saison s'annonce un peu fermée. Donc un mercato qui se déroule sans accroc et qui se termine en tout cas dans le sens des arrivées tôt. Pour le sens des départs, c'est vrai qu'on aimerait bien voir nos jeunes trouver du temps de jeu. Il y en a certains qui arrivent à se faire de la place dans l'effectif, mais voilà, on en sent d'autres pour qui ça va être plus compliqué. Et je pense que la fameuse troisième arrivée qu'évoquait Ghisolfi, elle était conditionnée au poste de gardien de but. Et moi, personnellement, j'ai aucun problème à voir Boulendi prendre ce poste de numéro 2. C'est bien aussi qu'on ait un jeune du club qui occupe ce poste de doublure. Donc non, franchement, un bon mercato du sous-marin niçois. Un bon mercato aussi pour toi, Vincent. Est-ce que tu as encore l'espoir éventuellement d'une troisième arrivée ou pour toi, là, voilà, tout le couloir droit a été transformé d'une certaine façon sur ce mercato-là et on verra uniquement des départs avant le 31 janvier? Logiquement, on devrait voir que des départs. Comme l'a dit Matt, je pense qu'il y a quelques jeunes qui pourraient être prêtés. Amraoui, peut-être Traoré. Attal, est-ce qu'il va partir? Je sais pas, mais dans tous les cas, je crois qu'il est en fin de contrat dans 6 mois. Je verrais pas non plus d'un mauvais œil un départ de Claude Maurice au milieu de terrain. Euh, pour moi, c'est pas une option fiable pour finir la saison, dans le sens où c'est un peu compliqué pour lui en ce moment et depuis qu'il est à l'OGC Nice. Donc quitte à le voir partir dans 6 mois gratuitement, s'il peut trouver une porte de sortie cet hiver et que ça nous permette d'investir en fin de mercato sur un joueur au profil créatif au milieu de terrain, je trouverais le mercato parfait. Mais bon, en l'état actuel des choses, c'est déjà bien, je pense. On peut être satisfait de ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on est quelque peu traumatisé par ces mercatos hivernaux, hein. On pense forcément au mercato hivernal de la première saison de Lucien Favre ou même celui de Christophe Galtier avec les arrivées entre autres de Bilal Brahimi, de Jordan Amavi. Mais là, bon, ça change pour le bien de l'équipe. Joris, aussi, il y a de l'actualité côté Girondin. Peut-être un petit mot sur le mercato parce que, bon, alors, on n'est pas dans le, dans le même esprit, hein, je me doute, hein. Là, pour le coup, c'est conditionné aussi à une certaine structure financière à retrouver côté Bordeaux. Là, vous êtes plutôt dans l'urgence de vendre. Oui, c'est ça. Oui, nous, je pense que côté arrivée, il n'y aura pas d'arrivée, c'est bouclé aussi comme vous. Et par contre, dans le sens des départs, il y a des grandes chances que ça parte. Effectivement, on s'est fait un peu coincer par la DNCG, donc dans le sens, il va falloir trouver des sous. La masse salariale est encadrée également. Donc, on a déjà perdu notre défenseur central qui était titulaire, Stian Gregersen, qui est parti en MLS à Atlanta. C'est pour ça que Marcelin était titulaire ce soir en défense centrale. Voilà, c'était un homme fort des Girondins, vraiment.
tu te sépares pas ton mercato hivernal de un de tes 2 défenseurs centraux comme ça, donc c'est un peu représentatif de ce qui se passe à Bordeaux. Et c'est le premier à mon avis peut-être pas d'une longue liste parce que on va pas pouvoir non plus perdre tout le monde, mais les joueurs qui sont bankable risquent de partir. Ouais. En Ok. termes de levier économique que vous pourriez activer, vous pourriez vendre les sièges du stade, parce qu'apparemment ils servent pas. Donc vous devriez y Ouais, réfléchir. ouais, c'est curieux l'affluence qu'il y a eu. On a quand même une affluence moyenne plutôt intéressante en Ligue 2. Mais ce match face à Nice n'a pas attiré tant de monde que ça. Après, en plus, il y a le virage sud qui était fermé. Donc ça fait un grand blanc. Et de toute façon, l'anneau supérieur du stade, il est fermé hein, tout le temps. À part sur des matchs exceptionnels. Mais là, effectivement, face à Nice, ça n'a pas pris. Mais ce match de Mais coupe était pas, enfin la Coupe de France n'était pas un objectif pour justement un peu vivre quelque chose cette année du côté de Bordeaux. Non, pas vraiment, parce que on est passé déjà de façon compliquée sur les tours précédents face à des National 2, National 3. Sur les 3 derniers matchs, on se qualifie 2 fois au penalty. Donc ça- non, il y a Ok. pas, on n'attendait pas de l'engouement sur la Coupe de France. Je pense que les supporters étaient contents de jouer quand même une Ligue 1 et puis un gros de Ligue 1. Mais on est concentré dans l'optique du maintien là. Bon courage. Effectivement, Bordeaux actuellement 15e de Ligue 2. En délicatesse, hein, autant dans les fondations, comme tu le disais, Joris, que sur le terrain. C'est pas évident. On va tout doucement glisser vers le match, messieurs, avec donc eh bien, les compositions des 2 équipes. Reconduction eh bien, de ce 4-3-3 si cher à Francesco Farioli. Et les premières dans le 11 de Tom Louchet, qui a été auteur d'une belle prestation en tant que piston gauche contre la JOCR et d'une belle rentrée contre Rennes. Titulaire au milieu de terrain avec eh bien Pablo Rosario et Morgan Sanson. Mohamed Ali Chaud faisait ses premiers pas aussi en tant que titulaire sur l'aile gauche en première mi-temps, sur l'aile droite en deuxième mi-temps. Laborde, ailier droit, Guessant numéro 9 et le retour de Gisito Dibo derrière. On a assisté à un bon match, messieurs, c'est un peu ce que dit Nissar Deta. Match très agréable, je la rejoins assez là-dessus. Il y a eu des buts, 5 buts, c'est assez rare lors d'un match de l'OGC Nice. Avant de rentrer dans le détail, parce que je vois Christophe qui dit Tom Louchet c'était un régal. On va parler de Tom Louchet. C'est un peu, ça va, je pense être le fil rouge un peu de la soirée. Hein. Mais déjà peut-être de votre ressenti sur la rencontre. Peut-être Matt pour commencer. Au-delà de la qualification, c'était pas un grand match, on va dire techniquement parlant, mais il y a eu des buts, il y a eu des beaux buts même par moment, surtout côté bordelais. Ton ressenti peut-être sur le match. Je suis un peu soulagé parce qu'on sortait d'une prestation qui tactiquement était déplorable à Rennes. Là, au moins, l'équipe, on a l'impression qu'il y avait une forme de spontanéité qu'on avait déjà un peu vue contre Lens ou, euh, ou à certaines occasions, voilà, quand l'équipe est un peu dos au mur, qui a fait plaisir à voir et qui a été, je pense, un peu facilité par ce milieu de terrain qui était plus porté sur l'attaque, j'ai l'impression, sur ce match. Et on a l'impression que même Gaëtan Laborde a retrouvé des couleurs sur son aile droite. Alors ça, j'avoue que j'aurais pas cru la sortir celle-là. Mais il faut avouer qu'il fait son match, mine de rien. Donc, et puis honnêtement, moi j'ai pris plaisir. Les matchs de Farioli, les commentateurs en ont parlé, c'est souvent des grandes batailles tactiques, très rangées, etc. Là, ça s'est pas trop embarrassé. Il y avait des espaces, c'était plus des espaces, c'était des courants d'air dans les deux côtés. Et bon, franchement, ça fait longtemps. Enfin, j'ai- j'arrive pas à mettre le doigt sur le dernier match de Nice qu'on a vu comme ça, où ça se rendait coup pour coup. Donc un match, ouais, un match hyper agréable. On est Débridé. beaucoup allé débrider, puis qui allait de surface en surface. Ça s'est créé quand même des occasions dans le jeu. Moi, mon seul regret, c'est pourquoi est-ce que c'est aussi difficile quand Nice rentre dans la surface de faire le bon choix. Franchement, ça m'a torturé les boyaux tout le match, j'en pouvais plus. J'ai l'impression qu'on a cette malédiction quand on arrive à proximité de la cage, là, qu'on voit les filets du coin de l'œil. On n'arrive plus à prendre la bonne décision, on n'arrive plus à être lucide. On a Evan Guessant qui j'ai l'impression qu'il fait jamais le bon choix, ça marche pas. Bref, c'est compliqué l'OGC Nice. Mais en tout cas, ouais, j'ai quand même plutôt passé un bon moment devant un bon match de coupe.
un bon moment, soulagement de Matt. C'est vrai qu'on met fin aussi à une série de 3 défaites à l'extérieur, hein. Alors ça a beau être la Coupe de France, ça a beau être une Ligue 2, ça faisait quand même 3 matchs et même 4 matchs qu'on n'avait plus gagnés parce qu'on sort aussi d'un match nul, je ne me souviens plus où d'ailleurs. Mais toi Vincent, ton ressenti global sur la rencontre, euh, on pensait que Nice, enfin, on espérait tous la qualification, c'est ce qu'il s'est passé. On retient l'essentiel, c'est un match de coupe. Mais ouais, ton ressenti sur la rencontre, est-ce que tu es satisfait d'avoir vu peut-être un Nice un peu plus débridé, un peu plus vertical, ou est-ce que tu regrettes les 15 minutes où tu fais un peu d'huile, où voilà, tu te tords les boyaux parce que tu sais pas exactement si ça va le faire ou pas. Voilà, tu te situes comment par rapport à ça? Ouais, globalement satisfait parce que on est quand même en maîtrise sur 75 minutes. Donc on se crée des occasions, même si, encore une fois, il en a fallu au moins 5 avant d'ouvrir le score. Mais on se crée des occasions, on marque, on est dans le contrôle du match techniquement, tactiquement. Et puis après, voilà, Bordeaux marque 2 buts sur 3 ou 4 occasions au total. Donc, bah, c'était assez efficace, on va dire, de leur côté. Et derrière, les 15 dernières minutes, on est totalement paralysé. On n'arrive à ressortir aucun ballon. On panique. On fait pas les bons choix non plus. Mais voilà, on va retenir la qualification, le résultat et les 75 premières minutes. C'était globalement bien. Et j'ai vraiment aimé la prestation de Louché. Voilà, parce qu'il a fait un peu de turnover, il n'y avait pas Youssouf au coup d'envoi, et franchement, voilà, Louché a fait exactement ce qu'on attendait de lui au milieu de terrain. Alors justement, tu parles de Louché, on va parler un peu voilà, de ces choix-là, le fait d'avoir donné les premières minutes à Mohamed Ali Chou en tant que titulaire. Alors c'est peut-être moins surprenant parce que avec l'absence de Jérémy Boga et le fait qu'on n'ait pas réellement d'ailier de percussion, on va dire à 100% si on considère qu'Aliou Baldé est encore en reprise de forme, hein, tout simplement. Mais c'est vraiment la titularisation de Tom Louché. Messieurs, je pense que ça va être le premier sujet, hein. Rentrons directement dans ce sujet-là. Titulaire au milieu de terrain, au même titre que même positionnement qu'il avait occupé à Rennes. Et finalement, un match complet, pas flamboyant, pas exceptionnel, pas de fioriture, mais par contre, eh bien, présent tout le temps, de l'intelligence de jeu aussi, on le disait un peu en off, de venir gratter la petite faute à 25 mètres de son but pour gagner du temps et gratter un coup franc. Euh, L'impression d'avoir vu un match d'un joueur expérimenté de plusieurs années. Et en plus, il a un bon pied parce qu'il tire les coups de pied arrêtés. Alors ça c'est aussi une très bonne chose. Euh, ouais, franchement, Vincent, coup de cœur de la rencontre pour toi? Ouais, pour moi, c'est l'homme du match côté niçois, parce qu'il a été régulier sur toute la longueur, de très bonnes projections, de très bonnes prises de balles, de bons centres, bonne qualité de passe. Enfin, vraiment un match très propre, très complet. Et comme tu dis, on voyait beaucoup de maturité. C'est un garçon qui a l'air très intelligent sur le terrain, dans sa manière de penser les déplacements, d'anticiper, de comprendre les espaces aussi. Donc, ouais, un match hyper complet. Puis, ce qui est quand même fou, c'est que ça fait pas longtemps qu'il rentre en jeu, qu'il a des minutes. Il rentre à chaque fois à un poste différent. On l'a vu à 3 ou 4 postes, je crois, depuis le début de la saison. Et à chaque fois, il répond présent. Et aujourd'hui, avec une très très belle prestation. Donc, hyper encourageant. Et franchement, on a envie de le revoir. Donc, ouais, top prestation de sa part. Matt, quelque chose à rajouter à ce qu'a dit Vincent. Alors, on va pas s'enflammer naturellement, mais ça fait quand même plaisir de voir un jeune joueur du centre de formation qui est présent au club depuis quelques années, qui a connu aussi pas mal d'années de souvenirs avec d'autres jeunes, Antoine Mendy, Ayoub Amraoui, Buonani notamment, Belayan. Bon, Buonani c'est plus jeune, mais euh, ouais, en fait, assez bluffant et ça correspond aussi aux commentaires ultra élogieux qu'avait eu Farioli à son encontre, hein, qui disait que depuis l'été dernier, il l'avait repéré, qu'il trouvait qu'il était très intelligent, très mature. Euh, Top prestation pour Loucher, à un poste peut-être un peu plus commun pour lui que ce qu'il avait joué contre Auxerre.
Ben, j'ai du mal à arrêter de sourire quand on parle de Tom Louchet. Tu vois, il me rend heureux. Il me rend heureux ce joueur. Parce que, je sais pas, ouais, il donne de l'âme à cette équipe. Et après, tu dis poste un peu plus habituel. C'est quoi son poste en fait concrètement? En fait, ouais, c'est ça. C'est que À le la type, base, il en peut jeune, jouer. c'était un relayeur. Ah, ouais, Ouais, tu vois. parce que je sais que moi, enfin, les quelques matchs que j'ai regardés en jeune, je l'ai vu jouer ailier droit. Ouais, aussi, des fois. Donc, enfin, on ne sait pas trop ce qu'il. Mais moi, j'ai l'impression qu'il peut tout jouer parce que c'est ce genre de joueur intelligent qui a de toute façon une palette, hein, j'ai l'impression, de qualité tellement large. Il est bon à la passe, il a du coffre. Quand tu joues avec ton cerveau, de toute façon, le foot, ça devient facile. Et Tom Boucher le fait très bien. Et en plus de ça, il n'a pas peur de faire preuve d'un peu de vice. Donc, non, franchement, il m'a régalé. Franchement, il m'a régalé ce jeune. Et pour moi, c'est un peu le marqueur d'un des plus gros motifs d'espoir de cette saison. C'est que ouais, on a des jeunes du centre dans l'effectif et qui sont pas là parce qu'on n'a pas le choix. Ils sont là parce qu'ils sont bons. Et que honnêtement, pour rien au monde, j'aurais mis Youssouf à sa place ou j'aurais bricolé autrement. Là, sur ce match-là, Tom Louchet, idolo. Franchement, que du bonheur. Il lui manque, il manque un but. Non, même pas. Il a mis son but. Bon, il était vilain. C'était un but à la Lloyd Palin. Là, c'était un but un peu bizarre. Ceux qui ont la ref Ouais, sauront. ouais, terrible, terrible. Mais donc, non, franchement, et tout ce qu'on peut souhaiter, à Tom Mouchet, c'est qu'il continue d'engranger des minutes et qu'il s'installe comme une réelle option à l'OGC Nice pour la saison prochaine, parce que c'est ce dont on a besoin. En tout cas, je trouve que c'est le genre de joueur qui nous manquait. Joris, ton ressenti de l'extérieur en tant que suiveur bordelais de la prestation, on va dire, globale de l'OGC Nice, et si tu veux rajouter quelque chose sur Tom Louchet, ton impression sur cette rencontre-là, alors peut-être qu'on s'emballe totalement, hein, mais en même temps, franchement, c'est- ça, ça me dérange pas de m'emballer sur un jeune joueur du club. Tu vois, je suis pas très lucide en fait quand il s'agit de parler de ce genre de joueur-là. Ah mais vous emballez pas, hein, c'est vraiment, enfin moi c'est un joueur que je connaissais pas, mais j'étais vraiment surpris, dans l'omniprésence de ce joueur, la disponibilité qu'il apportait à ses coéquipiers. Vraiment, toujours en mouvement au final. Donc il se rend disponible et il fluidifie le jeu. Hem, je mets aussi, la prestation de Morgan Sanson, peut-être, au-dessus de Louchet, mais vous le connaissez mieux. Sanson, c'est peut-être, une habitude aussi, mais il fait aussi un sacré match, hein. Au-delà de ses 2 buts, moi je trouve que il est aussi très présent dans le jeu, il éclaire le jeu, même si offensivement ça a été compliqué. Puis, dans la défense, bordelaise pourtant tu as des facilités à passer, mais, je l'ai trouvé aussi très bon. Alors, justement, tu parles de Morgan Sanson. Intéressant ton avis là-dessus. Vincent, Mmh. t'as pensé quoi du match de Morgan Sanson? Alors, auteur d'un doublé, hein, un but sur penalty et le but du 3 buts à 1 juste après la réduction de l'écart de Bordeaux. Comment tu l'as senti dans le jeu? On sait que c'est un joueur qui revenait de blessure, qui a été très en difficulté contre Rennes. Avec un match, bon, on sentait qu'il n'était pas encore à 100%. En fin 2023, il était aussi un peu gêné par une blessure. Euh, Au-delà de ces 2 buts, qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation? Franchement, un bon match de sa part. Je l'ai trouvé un peu dans le même style que Louchet, assez disponible, assez porté sur l'offensive. Après, défensivement, c'était pas parfait. Et c'est vrai que depuis le début de saison, on le voyait davantage sur le plan défensif que sur le plan offensif. Et là, sur ce match-là, un peu l'inverse. On sait que c'est un joueur qui met beaucoup d'énergie dans ses matchs, qui court énormément pour fermer les brèches et faire les appels pour ses coéquipiers. Mais sur ce match-là, ouais, vraiment, offensivement, il a fait de très bonnes projections. Il a su ouvrir des espaces et voilà, il est récompensé avec ses 2 buts, dont un sur penalty. Mais ouais, un match complet et mieux que les 4-5 dernières prestations où je l'avais trouvé vraiment en difficulté. On avait l'impression qu'il était en manque de fraîcheur ou légèrement blessé. On ne le retrouvait plus du tout impactant, quoi. Donc ça fait du bien de le voir à ce niveau-là. Et maintenant, faut qu'il continue comme ça. Matt, ton ressenti sur le match de Morgan Sanson et aussi, j'aimerais avoir votre avis sur le choix d'avoir remis Rosario au poste de numéro 6. Euh, alors, j'en avais parlé un peu en off, mais sur un match comme ça où tu es censé normalement avoir la maîtrise technique, avec tout le respect que j'ai pour le soldat Rosario qu'il est, hein, voilà, hein, ça fait quelques semaines qu'il sort ses matchs, mais
Est-ce que c'était pas dans une logique aussi d'équilibre, de se dire on met Rosario qui peut jouer cinquième défenseur central dans des phases de jeu et on se dit que bah, Sanson Louché c'est vraiment ces deux milieux-là qui vont apporter réellement quelque chose. Malgré ça, c'est vrai qu'il a une situation quand même en deuxième mi-temps où il joue une situation en relais avec, je crois que c'est Guessant qui lui remet et il tire. Euh, voilà, ça fait beaucoup de questions, mais en gros, ton avis, Matt, sur le choix Rosario par rapport à celui de Youssouf et sur le match de Morgan Sanson, comme ça on clôture le milieu de terrain. Bah, du coup, déjà, en termes tu disais en termes de compensation pour le milieu de terrain, j'ai pas l'impression que Rosario soit un choix tellement plus défensif que Youssouf. Tu vois, Youssouf est tout à fait capable d'accomplir les phases, enfin les missions, les tâches défensives. J'ai l'impression que c'est le choix Rosario sur peut-être un peu la forme du moment, tu vois. Je trouve que le match de Youssouf, le dernier match de Youssouf, c'était un cataclysme. Et au moins, Rosario, il a toujours voilà, ce mérite d'aller mettre du bois. Et on sait que contre une équipe de Ligue 2 qui, généralement, n'hésite pas à être dur sur l'homme, bah, tu as besoin d'avoir du répondant au milieu de terrain pour épauler un peu Loucher. Donc, j'ai pas du tout été choqué. Et si ça a été fait dans cet esprit-là, très bien. Surtout que moi, je trouve quelque chose à Rosario que j'ai l'impression que je suis le seul à voir, mais j'ai l'impression que c'est un joueur qui fait parfois preuve d'un peu d'audace par rapport à Youssouf, que je trouve plus frileux. La frappe que tente de loin Rosario, je crois qu'il en tente même deux. J'ai l'impression qu'il tape deux fois dans la balle. Quand il tape dans la balle, il tape dans la balle. Tu vois, on veut des tirs de loin, on veut des mecs qui tirent. Voilà, j'ai pas l'impression d'avoir vu Youssouf faire cette course plein axe un peu en trailer pour venir arracher une frappe. Et pour ça, j'aime bien Rosario. Après, pour le cas Morgan Sanson, je serais quand même un peu plus mitigé que Vincent sur l'analyse. Même si je partage le fait qu'effectivement, il était très bon sur les tâches défensives, un peu plus dans le mal offensivement, et que là, on a l'impression que la balance s'inverse. C'est d'ailleurs pas le seul joueur qui a une balance comme ça. On pourra parler de Rosario, de Todibo après. Mais moi, sur le match de Sanson, je trouve que ces deux buts subliment une performance peut-être un peu moyenne, parce que pour un joueur de son expérience dans le jeu, je trouve qu'il y a quand même il tarde trop à la transmission. Il y a beaucoup de fois, il s'est fait reprendre par les joueurs bordelais qui l'ont pas vraiment lâché. Et il a fallu qu'il y ait un coup de billard un peu miraculeux dans la surface pour qu'il se procure son deuxième but. Euh, je- pour un joueur de son expérience, et quand on voit le flair dont il fait preuve sur le penalty, qui est super bien tiré, j'aimerais qu'on voit un peu plus ce flair dans le jeu, dans les transmissions, chose que parfois on a pu voir Tom Loucher faire. Voilà, un extérieur du pied à contre-temps, une passe un peu étrange comme ça qui vient couper des lignes. J'aimerais voir Morgan Sanson faire un peu plus ce genre de geste. Je te rejoins complètement sur cette analyse-là parce que effectivement, on a vu un Sanson décisif. C'était quelque chose qui se faisait attendre depuis son arrivée au club. Il avait été déjà passeur pour Mofi contre Toulouse. Mais avant ses buts, moi je trouve que vraiment dans... Alors, c'est assez prévisible en fait, j'ai l'impression quand il a le ballon. C'est-à-dire qu'il est beaucoup dans les petits espaces, il se retourne sur lui-même, mais il ne fait pas réellement de différence balle au pied. Les passes, elles sont toujours très mesurées, très safe en fait. Et puis, il fait pas il tarde trop, mais c'est pas le seul en fait, hein. On pourrait parler aussi de Guessant sur la première occasion du match qui contrôle alors qu'il peut prendre première intention. On peut parler aussi de l'occasion de Shaw en première mi-temps où il prend un tir croisé intérieur alors qu'il peut la prendre peut-être un peu plus extérieur. On peut parler aussi même du tir de Sanson. Il tire en première mi-temps, ça passe juste au-dessus, mais il lui fallait 4 touches pour qu'il prenne la décision de tirer. Effectivement, on l'a déjà dit sur d'autres matchs, il y a un manque de spontanéité. C'est pas grave, mais effectivement, j'aimerais peut-être édulcorer un peu la prestation de Sanson par rapport au fait que avec le ballon et même sans ballon, j'ai trouvé que Loucher, par exemple, à côté, c'était plus épuré, plus propre, plus pragmatique sur certaines situations. Je suis peut-être un peu dur dans mon analyse. Je ne sais pas si Vincent, tu partages un peu cet avis Non, contrebalancé ou... non, en vrai, oui, mais c'est quelque chose qu'on ressent depuis le début de saison, quoi. C'est que voilà, il est correct à peu près partout sans être excellent à un endroit, quoi. Il est très peu impactant au final.
Bon là, aujourd'hui, il a mis 2 buts, mais à part ça, globalement, c'est vrai qu'il est très peu impactant par la passe, par la course. Dans la construction, voilà, comme tu disais, très peu de prise de risque. Donc, c'est vrai que pour un Nissardetta, joueur de... Nissardetta nous dit Sanson est un peu scolaire. En fait, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça, c'est Il est ça. scolaire. Euh, on n'attend pas forcément des choses incroyables, des tirs de loin sous la barre ou des transversales en diagonale qui te permettent de créer un décalage. Mais combien de fois il a pu aérer le jeu, c'est-à-dire passer du côté droit au côté gauche ou du côté gauche au côté droit? J'ai pas le souvenir qu'il l'ait fait une fois, parce que il a la tête dans le guidon, il est sur ses petits appuis, etc. Il va jouer le 1-2 ou quoi. Des fois ça va passer, des fois bah, ça passe pas. Bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué, je trouve. Euh, Milieu de terrain terminé, on parle de la ligne offensive et on se garde la défense après peut-être. Donc au départ, Mohamed Ali Chaud titulaire à gauche, Laborde à droite et Evan Guessant buteur aussi, hein, premier buteur. Qui eh bien, sortait aussi, à mon sens, d'une prestation plutôt convaincante contre Rennes, dans le marasme collectif, là qui continue à marquer des points. Vincent, ton ressenti sur la prestation de Guessant au-delà de son but, et est-ce que pour toi, son meilleur positionnement à l'heure actuelle, c'est dans l'axe? Ouais, déjà ça oui, pour moi c'est un joueur d'axe, il y a pas trop de débat là-dessus, je le vois pas performer sur le long terme sur un côté. Mais ouais, aujourd'hui il a fait un bon match, je trouve. Alors au début avec ses 2 occasions ratées, enfin bon, celle sur la barre, bon, elle est contrée, elle finit sur la barre, mais avant ça, celle où il frappe pas en première intention et que il se fait reprendre, bon, je me suis dit ça va être compliqué. Mais au final, ensuite, voilà, il vient marquer son but et dans le jeu, bah, dans son jeu de point d'appui, il a été très important. Je trouve qu'il a été très bon. Il a gagné ses duels avec les défenseurs adverses. Il a obtenu plusieurs fautes aussi. Donc, non, un match solide. Et puis, je trouve qu'il a toujours cette faculté à se créer des occasions, même sans être exceptionnel, sans que nous-mêmes on soit exceptionnels dans le jeu. Bah, lui, il a toujours à se mettre 1 ou 2 occasions sous la main. Donc, franchement, non, un bon match de sa part aujourd'hui et récompensé par un but. Il aurait pu en marquer même un ou deux de plus, hein, Matin, en étant beaucoup plus tueur devant le but. C'est un peu le problème, hein, on se l'est dit hein, plus d'une fois dans cette émission et même ailleurs. L'efficacité offensive, véritablement. Ce soir, on marque 3 buts, mais on aurait pu en marquer le double. Euh, et puis, ouais, toi, ton ressenti sur la prestation de Guessant. Mofi n'est pas là. Alors, bon, il est à la canne, mais euh, finalement, moi, j'ai l'impression qu'il est dans une progression assez constante, qu'il est régulier. Il y a forcément ce problème d'efficacité, mais vraie surprise en fait sur la saison Evan Guessant, qu'on n'attendait pas à ce niveau. Et on le voit faire des choses que, Que tu n'attendais pas. que je Que tu n'attendais n'attendais pas, mais comme beaucoup, hein, je le dis, mais surtout des choses que Mofi ne fait pas de haut but. Et ça, par contre, c'est pas. factuel. Ça, c'est clair. Il a l'air moins puissant que Mofi, mais par contre, sur les cannes, j'ai trouvé extrêmement dur face à l'homme, parce que franchement, les Bordelais n'ont pas été. Enfin, je sais pas ce qu'en pense notre ami bordelais, mais moi je trouve que la défense était au moins rugueuse, à part leur latéral droit, leur latéral gauche que j'ai un peu trouvé honnêtement à l'ouest sur son match. Mais pour le coup, Guessant s'est trouvé des beaux clients et il s'est bien défendu. Euh, J'adore le joueur. Déjà parce que c'est un jeune du centre. Forcément. Donc ça joue. En plus, il est du 06, il est grassois, donc ça joue encore plus. Et en fait, en Evan Guessant, je retrouve un peu euh, Alassane un Plea. ancien joueur, un Alassane Plea, Et c'est exactement. vrai que c'est les mêmes débuts chez nous, hein. Des 5 occasions pour en marquer un. C'est ça. C'est dur dans la finition. Après, c'est pas tout à fait les mêmes qualités. On avait un Alassane qui avait beaucoup plus un jeu de course, d'aspiration, un peu des blocs et tout. C'était un autre style, c'était très beau à avoir joué. Enfin, en tout cas, moi, j'appréciais énormément. Evan, on sent que c'est un peu plus à la guerre, c'est un peu plus au contact. Et en fait, faut juste qu'il se libère. Il n'a pas l'air embêté avec ses pieds, honnêtement. Le ballon n'a pas l'air de le gêner plus que ça.
Donc faut pas qu'il hésite à taper dedans. Et je pense que ce qui fait qu'il fait un bon match aujourd'hui aussi, c'est l'activité d'un Gaëtan Laborde qu'on a vu énormément se déplacer autour de lui, et qui je pense a été très précieux pour justement un peu lui créer des espaces ou lui donner des situations. J'ai trouvé que ouais, un Gaëtan Laborde vraiment en canne qui arrive à aller de droite à gauche, peut-être des fois redescendre un peu sur le terrain, c'était très précieux et je leur sens peut-être une plus grande complicité, eux deux, que celle que peut avoir Evan avec Mofi. Donc, en plus, son match est récompensé par un but. Peut-être pas celui qu'on aurait voulu, parce que c'est encore un but qui n'est pas dans le jeu. Et ça, c'est ce que je regrette. On n'arrive pas à finir les occasions vraiment dans le jeu. Il faut toujours qu'il y ait un imbroglio. Mais Evan Guessant poursuit sa montée en puissance. Et pareil, il faudra qu'on fasse le bilan de sa saison, je pense, cet été. Ce sera un des gros sujets. Mais il Ouais. marque des points. Sur des matchs comme ça, en tout cas, moi, je trouve qu'il marque des points. Joris, ton ressenti, ouais, Evan Guessant qui a fait souffrir un peu l'arrière-garde bordelaise. Et puis forcément, lorsqu'on parle d'attaque, on va parler de Gaëtan Laborde, hein, qui a une valeur particulière pour vous, supporters bordelais. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé un peu voilà, de la prestation de la ligne d'attaque niçoise et aussi de la prestation défensive de ton équipe? Mais c'est vrai qu'au final, je vous rejoins dans votre analyse et je pourrais faire le parallèle en fait avec l'équipe de Bordeaux, c'est-à-dire que d'un point de vue offensif, c'est compliqué aussi pour les attaquants girondins, de la même façon que ça a été compliqué pour les attaquants niçois. Ce qui est en plus chez nous, c'est qu'il y a une vraie fébrilité défensive. Au final, quand on regarde les buts niçois, ça vient d'une relance ratée de Nsimba sur le premier but qui se met en difficulté et qui concède le coup franc. Et suite à ça, voilà, il y a un imbroglio dans la surface, mais c'est un ballon qui doit nettement mieux négocier en fait. Hein, c'est une sortie de balle. Voilà, le penalty, on a discuté, penalty, pas penalty, je sais pas trop, mais bon, c'est autre chose. Et enfin, le troisième but, qui est pareil, un ballon en retrait d'Ignatenko qui se fait prendre. Je sais pas si personne lui parle ou quoi. Pourtant, il y a des solutions autour de lui. Il fait pas le bon choix, il se fait prendre. Donc voilà, au final, je trouvais un match assez similaire de la part des deux équipes. Au milieu de terrain, les deux ont fait leur match, ont plutôt bien joué. Nous, on a l'habitude en Ligue 2 quand même de maîtriser le milieu de terrain. Voilà, c'est dans nos 20 mètres et dans les 20 mètres adverses qu'on est très fébrile. C'est ce qui s'est passé ce soir, mis à part dans le dernier quart d'heure où c'était plutôt à sens unique. Mais voilà, un match très ouvert, très agréable parce que je pense que Riera et Farioli sont un peu de la même école. C'est les jeunes entraîneurs avec un système de jeu assez identique, des ailiers qui percutent, le 6 qui vient se replacer, s'intercaler dans la défense en phase défensive. Donc ça a rendu ce match très ouvert et plaisant, même si le résultat n'est pas au bout pour Bordeaux. Alors, on nous demande sur le chat si c'était l'équipe type de Bordeaux ce soir. Ouais, complètement. C'est la même équipe qui a démarré face à Auxerre lundi. On avait pris 3-1. Mais actuellement, ouais, c'est la meilleure équipe pour moi que peut aligner Riera. Après, derrière, on a quelques jeunes. Ça fait un débat un peu entre Vesbeck et Issouf Sissoko qui est rentré en cours de match. Bon, Vesbeck a fait un match plutôt intéressant. On espère que ça lui donnera de la confiance, ce but. Mais sinon, oui, on est sur une équipe type. Ouais. Sur le style de jeu, juste si je peux en mettre une, vu qu'on aborde le sujet, il y a vraiment des séquences où, en voyant jouer Bordeaux, j'avais l'impression de voir jouer l'OGC Nice. Mm, Je ne sais pas si c'est un précepte que vous avez vraiment d'aspirer l'adversaire comme ça en revenant jusqu'au complètement. défenseur. Mais il y a deux, trois fois où j'ai vu Bordeaux amorcer ça. Et j'ai l'impression que nos joueurs ont réalisé qu'ils étaient en train de se livrer et arriver à 20 mètres, presque freiner des cas de fer et commencer à se mettre sur le reculoir pour pas se faire avoir. Et j'ai l'impression que ça a beaucoup contrecarré Bordeaux. Parce que ouais, on a l'impression de voir un peu deux fois la même équipe. Mais marrant que ça ait donné un match aussi ouvert au final. Ouais, je te rejoins complètement ouais, dans l'analyse. C'est vraiment effectivement comme ça que joue Bordeaux, avec des relances courtes. Je crois qu'il y avait une stat où en Ligue 2, on est l'équipe qui relance le plus court au niveau du gardien. Et je crois que c'est pareil à Nice. Alors, il y a peut-être le PSG qui relance aussi plus court que vous en partant du gardien. Mais sinon, c'est un système de jeu ouais, qui est effectivement assez similaire à ce que j'avais vu avant le match. Et ça s'est confirmé pendant le match. On joue à peu près de la même façon, ouais, avec l'aspect technique un peu moins maîtrisé de notre côté, mais sinon dans les intentions de jeu c'est pareil. Ouais.
Et pour le coup, les commentateurs ont dit qu'il y avait une supériorité tactique chez l'OGC Nice. Moi, j'ai surtout le sentiment que c'est les individualités qui ont pu faire la différence sur ce match. Je sais pas ton ressenti, Pancho, à ce niveau-là. Mais j'ai quand même l'impression que nos joueurs ont assumé leur statut. Je sais pas exactement comment l'analyser. Est-ce que c'est purement les individualités? Est-ce que c'est le style? Moi, ce que j'ai apprécié en tout cas dans ce match, c'est que on a vu effectivement, comme ça avait été dit, plus de spontanéité, plus de jeux, plus d'occasions, plus de buts aussi, tout simplement. Après, libre à chacun. Il y en a qui préfèrent gagner 1-0 plutôt que 3-2. Mais c'est vrai que ça faisait bien longtemps qu'on avait vu, en tout cas à Nice, un match autant débridé, où ça allait un peu des deux côtés. Je pense que, in fine, la victoire, elle est méritée dans le sens où on a eu beaucoup d'occasions. Juste dommage de ne pas avoir été consistant sur 90 minutes et d'avoir été vraiment en sueur pendant 15 minutes parce que lorsque tu prends ce deuxième but de Westbeck, bah, finalement tu serres un peu les fesses quoi. Et lorsque tu serres les fesses, moi honnêtement je voyais des séquences de matchs de Rennes où dès la 20e minute t'attendais à 30 mètres de tes buts, que quoi en fait que de défendre mais sans véritable intensité, sans pressing, sans duel gagné. Donc bon, la question, je ne sais plus ce que c'était exactement en maths, mais tu me demandais par rapport aux individualités et les préceptes en gros de jeu, plus par rapport à ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, au niveau des individuels, est-ce qu'on n'avait pas fait la différence grâce à ça? Mais vu que je suis pas Elibop, moi aussi, hein, j'ai aimé qu'il y ait des buts exo ouverts, tu sais. Eli Bob, mon Dieu. Vincent, toi, quel est ton ressenti par rapport à ça? Est-ce que ça s'est joué par rapport à une force collective ou pour toi, sur ce match, on a eu des individualités meilleures que celles de Bordeaux qui ont su faire la différence? J'avoue que c'est pas évident. J'ai pas l'impression quand même que. J'ai plus l'impression que collectivement, on a été sans doute plus fort, plus efficace aussi, même si on a raté énormément devant. Ouais, ton avis? Moi, je pense que c'est globalement les individualités parce qu'en termes de schéma, on était sur quelque chose d'assez similaire en fait entre les deux équipes. Mais voilà, individuellement, on a quand même davantage de contrôle technique. Bordeaux, j'ai vu quand même pas mal d'erreurs de relance, de passes ratées, même assez courtes, hein, mais ouais, des erreurs comme ça qu'il n'y avait pas chez nous. Et pour moi, le gros point de bascule, c'est Guessant qui domine son duel face aux défenseurs centraux adverses, alors que de l'autre côté, Liptonic l'a pas fait contre Dante et Todibo. Donc voilà, quand il y a un rapport de force comme ça qui est dans ton sens, bah, globalement tu domines et tu t'imposes, quoi. Bonne réponse, mon cher Vincent. Je pense que ça conviendra effectivement à Matt. On va parler aussi de Mohamed Ali Chou pour terminer un peu la ligne d'attaque. Première titularisation, décisif aussi, hein, mine de rien. Penalty provoqué, passeur décisif sur Guessant. Alors, je n'ai pas vu l'action menant au penalty. Donc, je vais demander votre avis à vous qui avez revu l'action. Apparemment, c'est un penalty qui semblerait extrêmement sévère contre Bordeaux. Il n'y a pas la VAR en Coupe de France encore? Non. Non. Ah, Dieu merci, hein. C'est... Il la joue bien, on va dire. Même lui, on se Et à reprend. l'expérience, il est mort de rire. Et quand le truc est sifflé, il se replace. Je sais plus qui check, mais tu sens qu'il Vu est... comme ça, il fait. il est- Ça vous fait rire, les gars, C'est très mais léger. ça, Après, ça vous fait honnêtement, rire, mais dans le sens inverse, on pleure. Ah oui, oui, totalement. Voilà. je serais fou, Ali, honnêtement, ça me rendrait fou. Mais et je pense que les Bordelais on les boule. Bon, après, ça leur fera moins de matchs et ils pourront peut-être se concentrer sur la Ligue 2 du coup, mais on peut dire que Shaw a été intelligent. La course qu'il fait, il avait dépassé le défenseur, il coupe, il arrive à faire siffler l'arbitre, il n'y a pas de VAR. C'est vicieux, c'est peut-être pas très beau, mais c'est louable. Donc, Dès qu'il sent bravo. la main sur son dos ou sur l'épaule, il se laisse tomber. Et Mm. l'arbitre, il retient ça, il retient le geste en fait. Il retient pas vraiment s'il y a une faute en termes de poussée ou de tirage de maillot, mais c'est voilà, il voit la main du défenseur sur l'épaule. Il cherche pas à comprendre penalty quoi, mais En, c'était léger.
Anto nous dit à l'expérience du haut de ses 20 ans et 3 jours. Ouais, C'est ça. c'est exactement ça. Joris, ouais, toi, ouais, situation litigieuse qui ne vous a pas souri sur cette action. Ouais, c'est ça, je l'ai revu rapidement avec les deux ralentis proposés par Bean. C'est vrai qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Après, bon, là où ça fait mal, c'est que ça arrive vraiment au bout d'une minute en deuxième mi-temps, quoi. Où tu te dis, allez, on peut revenir avec des intentions positives. Riera les a peut-être secoués à la mi-temps et ça te coupe les pattes dès le début de la seconde période. Et pour suivre un peu Bordeaux, on sait que mentalement, on est très, très friable. Tu le sens tout de suite, de toute façon, après le but niçois, une forme d'abattement. Heureusement qu'on revient un peu après au score, mais bon, là aussi, on en reprend un troisième dans la foulée. Donc, j'étais surpris, franchement, de la réaction des Girondins. J'ai pas, j'ai pas mémoire d'un match où on est mené, et on revient comme ça. Donc, ça montre un peu que vraiment, en général, dès qu'on commence à concéder le premier but, c'est vraiment compliqué pour nous de revenir. D'autant plus dans des circonstances un peu comme là, alors où c'est une mauvaise sortie de balle de Nsimba, là c'est discutable. On a fait d'autres bourdes défensives beaucoup plus évidentes sur des matchs précédents en Ligue 2, où vraiment on se tue le match nous-mêmes dès le début. Donc bon, après voilà, penalty généreux, on a eu le mérite de rebondir un petit peu et de faire un quart d'heure de folie, un dernier quart d'heure de folie. On pointait dans cette émission il y a quelques semaines le manque de vices. Alors c'est vrai que là ça nous a souri, mais j'ai quand même l'impression aussi que c'est une preuve aussi, alors on va pas extrapoler, mais de développement, Vincent, tu sais, de se dire que l'équipe sur certains points aussi gagne en maturité et en intelligence. Alors, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais Shaw, en fait, la joue très bien, quoi. Comme Loucher tombe à 20 mètres de ses buts pour gratter ce coup franc. En fait, on a eu des réflexes matures, j'ai l'impression. Ouais, bah, ça fait partie du jeu, hein, de toute façon, voilà, de faire preuve d'un peu de vice, de savoir un peu couper le match aussi quand tu sens que t'es pas bien, faire des fautes intelligentes. Ça, on l'avait déjà fait, les fautes intelligentes avec Barre en début de saison. Je m'en souviens d'une belle, mais globalement, ouais, on a gagné à ce niveau-là. Je trouve cette saison on est beaucoup plus réfléchi dans nos actions et dans notre manière de gérer les matchs. Dans les moments où tu sens qu'on a besoin d'avoir ce petit vice-là, bah, on n'hésite pas à l'utiliser. Mais bah, parfois, ça va dans notre sens. Donc là, aujourd'hui, ça a été le cas. On va parler de la défense. C'est Nissa Leta qui nous dit on a encore eu un grand boulka sinon. Dernier dossier, la défense, parce que paradoxalement, alors que c'est une véritable forteresse depuis ce début de saison, combien 11 buts, 13 buts, je ne sais plus si 11 c'était avant Rennes ou après. Ah, vous êtes autant au point que moi sur les stats, c'est Ouais, je l'ai rassurant. pas. Merci pour le soutien, les gars. Donc, meilleure défense du championnat. Donc, vraie force depuis le début de saison. Marcin Bulka. Il y a eu le retour de J.C. Todibo ce soir en charnière avec Dante. Match particulier pour Todibo. On sentait qu'il n'était pas forcément très, très en jambes. Nerveusement aussi, en fin de première mi-temps, il va prendre ce carton jaune pour une contestation sur une touche à moitié de terrain. Donc bon, c'était pas comme s'il y avait eu un penalty provoqué ou un coup franc à 20 mètres. On sentait que c'était pas le top. Peut-être dans un premier temps Todibo, Matt, match délicat un peu pour son retour. Tu voulais parler de la défense centrale de toute façon, donc je te laisse la parole. Ouais, j'ai trouvé un peu bizarre notre défense centrale, Todibo qui, moi j'ai pas trouvé dans son match, je trouve un peu, ouais, un peu à l'ouest. Et bizarrement, j'ai aimé ce qu'il a fait avec le ballon. Je trouve il a des passes à mi-distance qui sont super intéressantes. À la relance, il fait un top match, mais que ce soit sur les duels, sur les face à face avec les Bordelais ou même vis-à-vis de l'arbitrage ou du déroulé du match, on n'a pas retrouvé le patron qu'on aurait dû. Donc bon, va falloir qu'il se remette dans le bain. Il reste sur son avant-dernier match du coup avec l'OGC Nice, c'est conclu de manière plus que regrettable. Et donc
Voilà, faudrait pas qu'il s'entête et qu'il s'enferme là-dedans. Les arbitres risquent d'un peu de le mettre dans une case ou quoi derrière. Donc, c'est pas souhaitable, même si c'est toujours bon de montrer un peu du caractère, mais j'ai pas l'impression que là c'était le bon moment. Si certains ont pu apprécier le sursaut d'orgueil lors de son exclusion contre je sais même plus qui, contre Reims, je crois. Contre Le Havre. Le Havre, rien à voir. Et Il y a Christophe qui nous précise Jean-Claire Todibo sorti intelligemment par Farioli, effectivement. Il sort à la 74e par Youssouf pour reformer un peu la charnière avec Dante, la même que contre Rennes. Physiquement, et puis peut-être aussi avec le carton jaune qu'il avait voilà, en termes d'épée de Damoclès. C'était aussi l'idée de le faire souffler, quoi. moi j'ai trouvé que ça nous a coûté quand même sur la fin du match. Vous avez parlé de progression sur l'aspect mental, sur l'aspect vice, etc. Après le deuxième but, la deuxième réduction du score bordelaise, on entend le stade qui se chauffe un peu, qui se réveille. On sait très bien comment ça se passe. Il reste un quart d'heure joué. Les mecs, pendant 5 minutes, ils vont donner. Tu n'as pas grand-chose d'autre à faire que de serrer les dents jusqu'à ce qu'ils aient la fameuse grosse occasion qui, de toute façon, ben, soit elle rentre, soit elle sort. Mais si tu défends suffisamment bien, tu arrives à passer l'orage. Et derrière ça, normalement, en tout cas dans le style de jeu Farioli, on est censé pouvoir mettre le pied sur le ballon, faire tourner et un peu les éreinter jusqu'à la pour écréner le chrono tout simplement. Et on n'a pas vu l'OGC Nice être en capacité de faire ça. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a manqué de confiance en notre qualité technique derrière, alors que pourtant on avait des joueurs, moi je trouvais compétents. Mais voilà, je pense qu'un Todibo dans un moment chaud comme ça sur une fin de match, en tout cas le Todibo habituel, et avec les progrès qu'il montre à la passe, j'aurais préféré qu'il soit là plutôt qu'un Youssouf ou je sais pas. Je sais pas si les partenaires ont moins confiance en lui, mais on a senti en tout cas un manque de confiance sur le côté droit parce que dans les 10 dernières minutes, on n'est passé que par l'homme sûr de l'OGC Nice, Melvin Barr, qui en plus avait la chance de faire la doublette avec notre meilleur joueur du match, Tom Louchet. Donc voilà. Cette fin de match, moi, elle me laisse un peu perplexe quant à la sérénité qu'on peut avoir, surtout sur les principes fondamentaux de Farioli. Ton ressenti, Vincent, par rapport à ça, assez paradoxal d'avoir un avis plutôt mitigé sur la défense de l'OGC Nice, qui est une véritable force. Mais là, effectivement, Todibo, de retour après 3 matchs de suspension, sorti à la 75e, Youssouf qui ne sortait pas forcément d'une très bonne performance à Rennes, qui est reconduit avec Dante. Lotomba, il faudra qu'on en parle aussi, mais qui n'est pas non plus sur une très très bonne performance. Et puis on avait un axe gauche convaincant, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, dans tes barres par rapport à Todibo Lotomba? Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, franchement, j'ai pas trouvé la défense alarmante dans le sens où on n'a pas non plus subi 15 occasions dans le match. Alors vous me direz, avec tout le respect qu'on a pour Bordeaux, c'est qu'une équipe de Ligue 2, mais après oui, Todibo, on l'a pas senti à 100%, quelques duels perdus. Dante, globalement, je trouve qu'il a fait un match plutôt propre, hein, pas trop de duels perdus et correct à la relance. Melvin Barr aussi, et c'est vrai que Lotomba, par contre, j'ai eu un peu de mal. Apport offensif assez moyen, et puis défensivement, ça passait quand même pas mal de son côté. Donc, Alors, ouais. c'est très bizarre, c'est une impression, mais enfin, moi je trouve ça quand même particulier que, alors que tu viens de signer un concurrent direct à ton poste, tu, tu ne te. Enfin, c'est à ce moment-là que tu dois être convaincant, c'est à ce moment-là que tu dois être ultra performant. Là, j'ai pas du tout senti un Lotomba concerné, je l'ai trouvé très neutre, trop neutre, comme à son habitude, malheureusement. Alors que, justement, là, il va y avoir une concurrence avec Rosier qui va s'installer d'ici quelques semaines. Potentiellement un départ de Youssef Attal avant le 31 janvier. Enfin, c'est quand même paradoxal, non? Vous trouvez pas? Je vais me faire l'avocat du diable. Le deuxième but de Sanson, c'est un rush solitaire de Laborde qui est bardesque. Parce que vraiment, j'ai l'impression de voir Melvin, tu sais, qui un contre favorable, deux contre Lotomba, tu veux favorable. dire, pas la board. Ouais, ouais. Ouais, Laborde, putain. Ils me rendent fou. Ils me rendent fou, je suis désolé. Ouais, le Tomba, pardon, qui fait un rush en solitaire vraiment, vraiment bardesque.
Donc à ce moment-là, on a senti un peu un sursaut d'orgueil, mais c'est vrai que j'ai au global dans son match trouvé une certaine nonchalance qui était presque étonnante, alors que je m'étais dit peut-être voilà sur ce match on va retrouver le Jordan Lotomba de début 2023 avec après l'arrivée de Didier Digard à la tête de l'équipe. Globalement, là où j'ai trouvé son match inquiétant, c'est surtout dans un peu le body language avec ses partenaires. Il y a eu plusieurs fois où on sentait qu'il y avait des incompréhensions avec Loucher ou de la frustration de la part de Laborde ou Guessant quand il fallait venir combiner à 3. Et je sais pas, je suis pas psychanalyste ou je sais pas quoi, hein, mais c'est jamais des bons signaux de voir un joueur avoir ce genre d'interaction sur le terrain. Donc on sait que le joueur dit qu'il est frustré de sa situation. C'est ce qui est sorti sur les derniers jours. Alex nous dit, moi je ne suis pas convaincu qu'il ait encore la tête à l'OGC Nice. C'est peut-être qu'une simple coïncidence, mais effectivement, de toute manière, au moins cet été, au plus tard cet été, il y aura des questionnements, les questionnements similaires qu'on a eu l'été dernier, parce que Jordan Lotomba, alors vu que c'est récent dans nos têtes, on pense à la période d'Igard avant qu'il se blesse, où il était vraiment d'un très bon niveau, le meilleur niveau qu'il ait connu à l'OGC Nice, et on a l'impression en fait que dans l'effectif de l'OGC Nice, il y a encore beaucoup de joueurs qui sont un peu des joueurs comme ça. Je pense beaucoup à Alexis Claude Maurice aussi. Aujourd'hui, Alexis Claude Maurice, quand on parle de lui à l'OGC Nice, on parle de son passage avec Urca. Ah ouais, il était moi le premier, hein. J'attendais de le voir au milieu de terrain, mais non, aujourd'hui non. Il a grillé son joker de Rennes, fondamentalement. Et aujourd'hui, si on veut avoir des ambitions plus élevées, pour moi, il faut qu'on arrive à se séparer de ce type de joueurs pour prendre des joueurs meilleurs, autant à la place de Lotomba qu'à la place de Claude Maurice, qu'à la place même de... Alors ça va peut-être faire grincer les dents Joris, mais d'un Gaëtan Laborde aujourd'hui, qui certes a été bon cet après-midi, mais qui n'est pas, je pense, un joueur qui restera dans le projet voulu par Ghisolfi dans les prochaines années. Ton ressenti un peu, Joris, toi, sur ce qu'on est en train de dire, sur la prestation aussi des Bordelais, qu'on en parle un peu aussi, tes déceptions, tes satisfactions sur ce match. Bah, c'est assez frustrant comme match parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on se met au niveau de notre adversaire. Euh, Vraiment, comme je vous ai dit, les derniers matchs qu'on a fait en Coupe de France face à des National 2, National 3, il n'y avait rien de convaincant. On passe au tir au but. Et vraiment, on était au niveau, au niveau national, c'est-à-dire avec une maîtrise au milieu de terrain, mais une incapacité à se créer des occasions offensivement et vraiment une grosse fébrilité défensive. Et au final, c'est ce qui passe un peu sur ce match d'aujourd'hui face à Nice, qui est voilà quand même seconde Ligue 1. On a réussi à élever notre niveau de jeu, notamment dans le dernier quart d'heure. Donc en fait, c'est très frustrant de voir ce qu'on est capable de produire, notamment offensivement, et de pas réussir à être plus régulier et à le faire. Mais pour moi, vraiment, le dernier quart d'heure girondin, c'est le meilleur quart d'heure qu'on ait fait depuis le début de la saison. Hein. Du jeu à une touche de balle, des mecs qui se rendent disponibles, des courses vers l'avant. Techniquement, c'était devenu propre. Mais vraiment, à partir du moment où on est revenu à 3-2, il y a eu un switch qui s'est fait peut-être dans les têtes, alors et bordelaise et niçoise, parce que je sais pas c'est dans quelle mesure on s'est mis à dominer ou dans quelle mesure Nice s'est mis à reculer. Mais c'est plutôt encourageant. Après, la régularité à Bordeaux, c'est pas notre point fort, quoi. Donc voilà, ça donne espoir de se dire qu'on est capable de produire du contenu comme ça. C'est inquiétant défensivement parce que pour le coup c'était toujours fébrile, mais bon, c'est déjà fébrile face à la National 3, donc c'est normal qu'on ait pris quelques vagues de la part des Niçois et on se met souvent en difficulté tout seul. Voilà, c'est encourageant pour la suite. J'espère qu'en tout cas ça donnera un peu de l'allant aux Girondins. C'est ce qu'essaye de faire Riera avec un discours ultra positif. Même quand on n'est pas bon, il est très positif. Là, pour le coup, je pense qu'on fait un match plutôt intéressant. J'espère que les joueurs en prendront conscience et qu'ils verront qu'on est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'on présente d'habitude. Et individuellement, du coup, si tu devais retenir peut-être un ou deux joueurs dans tes top, flop, alors je sais que c'est très catégorisé quand on dit ça, mais on va dire tes satisfactions et tes déceptions individuelles. Vital Nsimba, je trouve qu'il fait un bon match. Il a commencé à gauche, il a fini à droite. J'ai beaucoup aimé ce choix tactique et je trouvais vraiment qu'il avait été très pertinent à droite sur son pied inversé. Oui, c'est la
première fois que Riera le teste comme ça, puisqu'habituellement on a Michelin qui est doublé par Bokele et Bokele est parti à la CAN. Donc on n'a pas beaucoup de solutions au final. Il nous reste vraiment 3 ailiers pour 2 postes. Donc il a décidé de faire entrer le jeune Ekomia à gauche qui a fait une bonne partie et décaler Nsimba à droite. Effectivement, ouais, ça a permis d'être percutant, de faire des centres plutôt rentrants du coup sur son faux pied. Donc plutôt match intéressant de Nsimba, d'autant plus qu'il a fait une première moitié de saison qui était compliquée. Il a joué pas mal blessé, alors que l'année dernière c'était vraiment un homme fort avec Barbet pour les Girondins. Donc on est en train de le retrouver là depuis 1 ou 2 matchs. C'est vraiment positif. Et après, en point négatif, je dirais Vipotnik, vraiment notre attaquant de pointe. J'ai du mal à en lui vouloir parce que c'est un jeune joueur qui était venu pour remplacer Josh Maja qui avait claqué 16 buts l'année dernière. Il n'est pas du tout au niveau. C'est un jeune de 21 ans qui arrive de D1 slovène. Il avait flambé là-bas, mais voilà, c'est sa première expérience à l'étranger. Donc il fait du mieux qu'il peut, mais vraiment c'est insuffisant pour Bordeaux. Même en Ligue 2 pour l'instant c'est insuffisant. Euh, Vincent, on arrive, on va dire, à la dernière partie de l'émission. Votre dossier ou quelque chose à rajouter sur le match, sur les prestations individuelles. On n'a pas parlé de Marcin Bulka lorsqu'on a évoqué la défense. Marcin Bulka, auteur d'arrêts décisifs aussi. Hein, j'ai en mémoire cet arrêt, ce double arrêt en première mi-temps absolument incroyable. Autant par rapport au réflexe que à la rapidité d'exécution pour se relever, vraiment impressionnant. Et lui, pour le coup, qui montre semaine après semaine que peu importe la qualité du match et la qualité collective qu'on peut avoir, hein, qui peut être très fluctuant, surtout sur les derniers matchs, lui reste vraiment haut niveau, quoi. Ouais, Boulka, franchement, un top match encore une fois, hein. Que ce soit sur sa ligne, dans le domaine aérien aussi, sur les centres, il a régné. Et dans son jeu au pied, c'est très très propre. Je pense même que c'est là où il a le plus progressé depuis 6 mois. C'était un peu notre crainte en début de saison avec lui, son jeu au pied. Et au final, aujourd'hui, c'est une vraie force pour nous. Donc non, un match très complet de sa part. Il y avait juste un truc où je voulais revenir, c'était au niveau défensif, Mm. où on disait que la défense avait été un petit peu en difficulté. Et voilà, on en a parlé un peu hors antenne, mais je trouvais aussi que le milieu de terrain n'a pas suffisamment amené d'équilibre et de compensation pour aider la défense à régner. Je trouvais qu'il n'y avait pas l'équilibre qu'on avait l'habitude de voir par le passé. Donc, je pense que c'est aussi une explication de ce qu'on a pu voir aujourd'hui et de cette légère fébrilité sur certains cas. On est davantage efficace collectivement que individuellement sur le plan défensif. Donc à ce niveau-là, quand ça tourne pas au top, on le voit directement. Donc voilà, c'était mon petit point supplémentaire. Matt, tu voulais rajouter quelque chose peut-être Un truc qu'on n'a pas abordé, ouais, les entrants. Ah oui, On n'a effectivement. pas trop abordé le sujet, on a quand même fini avec Aliou Baldé, attaquant de pointe. Alors effectivement, vraie bonne question parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Je pense certains d'entre vous aussi. Puisque tout simplement, alors je vais juste me remettre sur les changements. Je te laisse enchaîner, Matt, si tu le veux bien. Bah du coup, ouais, sur les changements, moi personnellement, les entrants m'ont pas vraiment rassuré. On sent qu'il va falloir qu'il y ait rapidement des retours de blessures et de Coupe d'Afrique des Nations, parce que Aliou Baldé n'est pas un attaquant de pointe et le sera certainement jamais. C'était assez triste à voir. Et du coup, j'aimerais me concentrer sur 2 entrées, celle de Kefren Turam et celle de Badreddine Bouanani, que j'ai trouvé un peu en demi-teinte, les 2. Badreddine, J'ai l'impression, Matt, que dès lors qu'il s'agit de défendre ou d'être dans un registre de match où tu dois tenir un résultat, ben c'est pas le bon moment de faire rentrer Bonani. tu veux dire que ce serait pas un, ouais, c'est avec le style de l'OGC Nice, ce serait plutôt Le un, style de l'OGC Nice, le style du joueur aussi, fait que à chaque fois où il est rentré de mémoire, hein, dans ce contexte de match, ben forcément il faut faire les efforts, faut aller au duel, faut gratter des ballons.
Et Buonanni, pour l'instant, c'est trop tendre. On l'avait vu capable de faire ce genre d'effort quand il avait commencé quelques matchs en fin de saison dernière. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas la capacité à se mettre tout de suite en température, parce que je suis sûr qu'il est capable de se mettre à ce niveau-là d'intensité, même si on entend dire que Farioli le trouve pas assez laborieux à ce niveau-là. Moi, surtout, ce qui, je pense, ne l'a pas aidé, c'est qu'il y a beaucoup de changements sur son côté sur la moitié droite du terrain. Et il y a Todibo qui est sorti, il y a Thuram qui est rentré, et donc lui. Et j'ai trouvé que on avait déjà que c'était pas notre côté fort sur le début du match. Vraiment, on a senti une baisse de ce côté-là. Et Thuram, autant je l'ai trouvé assez rassurant sur ses projections, sur sa prise de décision et on va dire son positionnement sur phase plus ou moins arrêtée, autant je l'ai trouvé défensivement assez perturbé. Et je me demande si je crois qu'on l'a principalement vu à gauche du milieu de terrain. Et je me demande si en fait il n'était pas complètement perdu. Pour moi, il rentre axial À droite. axial Ouais. droit et Sanson reste axial gauche, justement. Ouais, mais c'est pour ça, j'ai pas compris pourquoi on les a associés dans ce sens-là, alors que j'ai l'impression qu'on a toujours vu Thuram axial gauche. Et justement, je m'étais fait la réflexion, je m'étais dit, tiens, Sanson axial droit, je préfère, je le trouve plus à l'aise, etc., pour faire parler son pied. Mais alors, Thuram axial droit, pardon, Sanson axial gauche, plus à l'aise pour faire parler son pied. Mais Thuram axial droit, je l'ai trouvé en manque de repères, je l'ai trouvé un peu perdu. Et je pense que notamment sur le deuxième but, la grosse frappe je crois que c'est Weisbeck. Mm. C'est ça. En fait, je pense que c'est dans sa zone, il est trop bas. Il joue peut-être un peu avec. Thuram a un peu peur peut-être de. Ça faisait quand même un certain temps qu'il n'avait pas joué, hein. Ouais, aussi, non mais voilà, donc match de retour, je pense, pas facile pour lui, dans un registre auquel il n'est pas non plus trop habitué. Et je me demande du coup dans quelle position on va le voir revenir, Khéphren Thuram. Est-ce qu'on risque pas, si Sanson se met à avoir des prestations plus convaincantes en axe gauche, à avoir un peu plus de prestations de Thuram au poste de 6? On a pu le voir sur la fin de première partie de saison. Et moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'avais bien aimé, que je suis curieux de. Voilà, sujet que j'attends sur les prochains matchs, ça va être voilà, ma petite loupe. Je, Comment va évoluer Khéphren Thuram? j'entends la réflexion et le questionnement. Je l'avais trouvé aussi très intéressant, notamment à Montpellier, malgré le fait qu'il avait loupé quand même pas mal d'occasions. Maintenant, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, tu as quand même un Pablo Rosario qui sort ses matchs, quoi. Donc bon, dans son registre, en tout cas, il est utile. Messieurs, J'ai An- oui, Matt? Ouais, non, j'ai Anto qui nous met Thuram en neuf, c'est la tech. Faut pas oublier que Patrick Vieira nous avait gratifié d'une fin de match avec Khéphren Thuram en neuf et que ça avait fini par un but. Donc Mais j'ai pris surtout, il avait titularisé Makengo en neuf. Ah oui. Et je crois même que Makengo marque une fois en neuf, ou il était peut-être pas en neuf, c'était à Nantes. Voilà. Ouais, peut-être. Mémoire qui retient des choses totalement inutiles. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. On a cette bonne heure bien compacte et détaillée, je l'espère. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi sur le chat. Joris, un grand merci à toi pour ta venue. J'espère au plus vite pour les Girondins, pour que vous puissiez sortir un peu de cette situation délicate et qu'on puisse se refaire des émissions en Ligue 1. Ou alors, si c'est en Ligue 2, ça voudra dire que on aura dépéri je ne sais comment pour tomber. Mais bon, on n'y est pas encore. Merci à toi en tout cas. Non. Merci à vous pour l'invitation, c'était très sympa en tout cas, et on vous souhaite le meilleur, hein, d'aller essayer de titiller le PSG, pourquoi pas. Pourquoi pas? Je sais qu'il y a des gens sur le chat qui y croient, hein, je balance pas, C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. mais il y a des gens qui s'appellent Spooko même sur le chat qui voient Nice champion, c'est pour ça. Vincent, Matt, merci à vous les gars. Prenez soin de vous, passez une très très bonne soirée. Merci beaucoup, Pancho. On se retrouve le week-end prochain pour la réception du FC Metz. Voilà, merci. À retrouver très rapidement sur Spotify et sur YouTube dans la soirée. Passez une très bonne soirée et puis ciao, Issa Nissa. La Bayeta.